Palais de justice de Nantes, une quinzaine d'otages, toujours retenus par 4 gangsters. Grève des aiguilleurs du ciel, mais ils ne sont pas tous d'accord. Il y aura de toute façon des perturbations demain. Notre invité ce soir est Plantu, qui croque tous les jours la vie politique à la une de notre confrère Le Monde. Plantu raconte dans une bande dessinée comment on fait la loi du ministère au Parlement. Voilà pour nos titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Priorité à la vie des otages, c'est évidemment le mot d'ordre officiel à Nantes, alors qu'au palais de justice, 3 hommes retiennent toujours une bonne quinzaine de personnes dans la salle des assises. Depuis cet après-midi, il y a des négociations entre les malfaiteurs et par exemple le commissaire Broussard. Sur place, l'un de nos envoyés spéciaux, Thierry Calmette. À l'intérieur et à l'extérieur du palais de justice, c'est l'attente. Georges Courtois et ses 2 complices gardent toujours leurs otages dans le prétoire. Vers 21h, il a même tiré un nouveau coup de feu en l'air en signe d'avertissement. Peu après, Courtois, enchaîné à l'un des otages, le président du tribunal, est venu parlementer avec le commissaire Broussard et le préfet. Un peu plus tard, les journalistes retenus dans le palais ont pu enfin sortir. Ils témoignent. Je sais pas, on a l'impression qu'il y a des préparatifs. Cela dit, je crois que la police est consciente que ce serait sans doute assez grave d'intervenir dans les conditions actuelles, puisqu'il y a encore 15 ou 16 otages, et notamment tout le jury de la cour d'assises. Est-ce que vous avez pu voir leurs armes clairement? Ah ouais, oui, très bien. Oui, à 20 cm, comme ça. Qu'est-ce que c'est comme arme? Ce sont les armes qui ont été prises aux fonctionnaires de police qui ont été attaqués ce matin. Donc c'est des 357 Magnum. Et puis Khalil était venu lui-même avec 1 ou 2 armes de poing et des grenades offensives quadrillées, dont une qui tient en permanence à la main. Et tous ces speeches étaient apparemment préparés d'avance? Oui, ce matin c'était pas préparé, il s'est contenté de nous montrer des photos d'Abou Nidal et des photos de la guerre du Liban. Cet après-midi, visiblement, on avait l'impression, je sais pas, que c'était préparé, où il avait écrit entre-temps une déclaration très pro-palestinienne, très intégriste musulmane en tout cas, et très antisioniste. En ce moment, d'après les témoins, les gangsters semblent de plus en plus tendus. Ils réclament avec insistance un autobus pour s'enfuir avec la dizaine d'otages qui détiennent encore. Les autorités de leur côté semblent opter pour l'attente. Ils comptent sur la lassitude et peut-être à la fatigue pour éviter toute effusion de sang à l'intérieur du palais de justice. Et tout à l'heure, il y a un instant, les gangsters ont redemandé à FR3, une équipe de FR3, de venir les filmer dans la salle des assises. Nous avions eu aujourd'hui des images filmées à l'intérieur de la cour d'assises dans la journée. La direction d'Antenne 2 a décidé de ne pas diffuser dans nos journaux et sur la chaîne ces images. Il n'est pas question de céder à un chantage de ce genre. Depuis la fin de la matinée, donc, c'est une situation sans précédent qu'ont vécu les quelques dizaines de personnes, au départ, qui étaient à l'intérieur du palais de justice de Nantes, au moment où la cour et les jurés allaient examiner le cas d'un accusé. Prise d'otage et journée dramatiquement rocambolesque. Depuis quelques minutes, le procès de Georges Courtois et Patrick Thiollet, jugés pour un hold-up, vient de basculer. Un repris de justice, Abdel Karim Kalki, libéré depuis 20 jours, qui se dit extrémiste musulman, est arrivé à l'audience armé d'un pistolet et de grenades. La prise d'otage a commencé, il est 11h. Et tout de suite, par l'intermédiaire de ce commissaire, les 3 malfaiteurs ont réclamé la présence des caméras des FR3 à l'intérieur de la salle d'audience. Alors on attend ma décision, et puis à ce moment-là, on va... L'importante force de police, secondée par les inspecteurs du RAID, la nouvelle unité d'élite de la police nationale, ont pris place à l'intérieur et tout autour du palais. Derrière cette porte, 29 personnes sont prisonnières. Jurés, substituts, assesseurs et même des étudiants en droit. Mais en fin d'après-midi, après qu'une jeune fille ait été victime d'une crise de nerfs, les 3 malfaiteurs libèrent les étudiants, puis 2 journalistes de la presse écrite. Le préfet Broussard et le préfet de région rentrent alors dans la salle d'audience pour négocier. Toute la soirée, les négociations se sont poursuivies. Rien n'a filtré des revendications des malfaiteurs. 16 personnes sont encore prisonnières à l'intérieur du palais de justice. Monsieur Robert Badinter a présenté aujourd'hui son projet de réforme du code pénal. Pour le ministre de la Justice, et il n'est pas le seul à le penser, il était temps de moderniser ce code Napoléon en vigueur depuis 1810. Un code que l'évolution de la société a largement fait vieillir. Le texte sera examiné par un bon nombre de magistrats avant d'arriver sur la table du Conseil des ministres en février prochain. L'avenir de cet avant-projet est donc incertain puisqu'il a peu de chances d'être présenté au Parlement avant mars 86. Les grandes lignes du projet expliquées par Bruno Ledreff. Les tribunaux ne pourront plus prononcer de condamnations inférieures ou égales à 4 mois d'incarcération sans détailler leurs décisions. De même, l'emprisonnement sera exclu pour les contraventions.
Dans le même temps, l'avant-projet de code propose la création d'une peine de 30 ans de réclusion à mi-chemin entre celle existant actuellement, 20 ans, et perpétuité. La peine de sûreté de 18 ans est confirmée. L'avant-projet invite les juridictions à tenir compte des circonstances de l'infraction, de la personnalité et des mobiles de son auteur, ainsi que du comportement de celui-ci après l'infraction, particulièrement à l'égard des éventuelles victimes. Les personnes morales, c'est-à-dire les entreprises ou les groupes organisés, ne sont pour l'instant pas condamnables. Leur responsabilité pourrait désormais être retenue, ainsi que celle du dirigeant de l'entreprise en cause. Les personnes morales pourraient alors être condamnées à des amendes, placement sous contrôle judiciaire, exclusion des marchés publics, dissolution et liquidation judiciaire. L'auteur d'un crime ou d'un délit qui était atteint au moment de l'infraction de troubles psychiques ou neurologiques ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ne serait plus pénalement responsable. Enfin, le trafic de stupéfiants, aujourd'hui considéré comme un délit, deviendrait un crime, tout comme le proxénétisme qui serait passible de 20 ans de prison s'il est accompagné de violences graves. Un gendarme de 25 ans, un motard, a été tué et assassiné cet après-midi près du Muy, dans le département du Var, au moment où il allait contrôler l'identité des passagers d'une voiture. Les malfaiteurs ont réussi à s'enfuir malgré les barrages. À Paris, 2 hommes bien connus dans le milieu des gangsters sortaient ce soir de leur garage, de leur appartement puis de leur garage. Ils ont été abattus dans le 16e arrondissement par un groupe de 3 hommes. C'est un règlement de compte. À Strasbourg, c'est un déséquilibré qui a tiré dans la foule après avoir eu une altercation avec un restaurateur en plein centre-ville. 1 mort, 4 blessés, pardon. L'homme a ensuite retourné l'arme contre lui et s'est suicidé. L'affaire Barbie devant la Cour de cassation pour une définition précise des crimes qui seront retenus contre le chef de la Gestapo à Lyon. Si l'on parle de crimes de guerre, il serait donc prescrit après 40 ans et les anciens résistants, les survivants qui voulaient poursuivre leurs tortionnaires seraient écartés du procès. Mais s'il s'agit de crimes contre l'humanité imprescriptibles, le procès devient alors plus général. Avant la décision des magistrats de la Cour de cassation, Paul Lefebvre. À l'issue d'un débat de droit et de morale d'une qualité rarement constatée, l'avocat général Henri Dontanville a conclu en réclamant la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon. En clair, après 3 mois de réflexion, celui qu'on appelle le commissaire de la loi demande à la chambre criminelle de redéfinir la notion de crime contre l'humanité, conséquence de faire juger Barbie non seulement pour les déportations de civils juifs, mais pour toutes les déportations, les tortures et les morts dont on l'accuse d'être responsable. Les plus hauts magistrats français vont maintenant réfléchir, ils rendront leur arrêt demain soir. Il n'y aura donc pas beaucoup de trafic aérien demain à cause de la grève des contrôleurs du ciel. Pourtant, la grève est illicite selon le tribunal de Créteil. Et le principal syndicat des contrôleurs aériens laisse d'ailleurs ses adhérents libres de leurs décisions. Quoi qu'il en soit, à la veille des départs en vacances, qu'elles soient bien suivies ou non, la grève sera gênante. Prévoit de maintenir 2 ou 3 vols aller-retour entre Orly et les villes de Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice. Tous les voyages en provenance et en partance de la Corse sont assurés. Si vous avez besoin de renseignements sur Paris, téléphonez au 45 39 25 25. En province, joignez le centre de réservation d'Air Inter. Air France vous conseille d'appeler son répondeur automatique pour savoir quel vol elle maintient. Son numéro de téléphone est le 43 20 14 44. En province, appelez les centres de réservation régionaux d'Air France. Cette grève des contrôleurs aériens intervenant en pleine période de départ en vacances, les reports vont être difficiles. Air Inter annonce qu'il reste encore quelques places dans les avions de samedi. En revanche, les vols d'Air France sont complets. Attention, si vous choisissez le train, renseignez-vous, il risque d'être complet samedi et dimanche. Détail fourni par Véronique Auger. L'association de voyage Le Point Mulhouse a été autorisée à transporter ses adhérents vers les États-Unis. Paris-New York à 1900 francs aller-retour. L'autorisation est valable jusqu'à la fin de l'année seulement, pour l'instant. Premier départ demain, si la grève des aiguilleurs du ciel ne l'empêche pas. La CGT, qui avait organisé une manifestation pour protester contre la discussion à l'Assemblée sur la flexibilité du travail, la CGT donc n'est pas contente de la façon dont les policiers ont accompagné son défilé à Paris. Il s'agit pour elle d'un déploiement indécent des forces de l'ordre. Il est vrai que les policiers ont empêché les manifestants d'aller jusqu'à la place de la Concorde.
Prévisions économiques pour 1986, celle de l'OCDE, l'organisation européenne, et celle de l'INSEE, notre institut de la statistique. Prévisions qui annoncent toutes les deux que l'an prochain, l'économie française devrait mieux se porter, à condition, et Philippe Sassier va nous le commenter, à condition de conserver sagesse et rigueur. Et cette amélioration devrait se poursuivre dans 4 principaux domaines. Les prix, eh bien leur hausse ne devrait pas dépasser 3% l'an prochain. La croissance, elle devrait atteindre 2% contre 1% seulement cette année. Nos revenus, eh bien, ils devraient recommencer à progresser après 2 ans de stagnation. Et enfin, la situation des entreprises devrait également se redresser. Le chômage, il devrait se ralentir, mais la croissance économique ne sera pas suffisamment forte pour véritablement renverser les tendances. Et l'OCDE note que si les progrès accomplis sont certains, ils demeurent partiels et qu'il faudra garder les grandes orientations actuelles, baisse des impôts, baisse des dépenses publiques et surveillance des revenus pour parvenir à ces bons résultats. Une chose est certaine en tout cas, la France peut toucher les dividendes et de la politique de rigueur et de la baisse générale des prix dans le monde. Nous avons probablement gagné une bataille contre la crise, mais pas encore la guerre. Disneyland à Marne-la-Vallée, c'est donc décidé. Madame Cresson a survolé aujourd'hui le site du futur plus grand parc d'attractions d'Europe. Les Américains font savoir aujourd'hui que l'un des éléments déterminants de leur choix a été la prolongation du RER jusqu'à l'entrée même du parc de loisirs. Autour de Marne-la-Vallée, tout le monde est content, à commencer par M. Michel Giraud, le président du Conseil régional de l'Île-de-France. Ce sont les Espagnols, perdants dans l'affaire, qui font une drôle de tête. Les chiffres de la bourse, de l'or et du dollar, la situation n'a pas beaucoup évolué depuis hier. À Paris, le dollar cotait 7 francs 729. À New York, il est à 7 francs 71. L'or, le lingot à Paris est à 80 100 francs. À New York, l'once se situait à 323,90 $. À Wall Street, le Dow Jones valait 1543,92 $, une hausse de 1,49 %. Changement de tendance à New York, le marché se calme et s'équilibre. Le taux d'intervention des banques fédérales est de 8,12 %. Volume des transactions, 130 millions de titres ont été échangés. 821 sociétés étaient à la hausse, positif sans négatif, à noter que Polaroid se réveille. Par contre, 804 sociétés étaient à la baisse. Monsieur Jospin a grondé Monsieur Rocard pour s'être montré défaitiste en répondant aux journalistes américains. Il s'agissait pour le premier secrétaire du Parti socialiste de marquer le coup sans pour autant en faire un problème politique. 3 pirates de l'informatique arrêtés à Paris, ils détournaient et recopiaient des logiciels pour les vendre. L'affaire avait bien fonctionné pendant plusieurs mois. Il faut que les enfants d'immigrés s'intègrent mieux à l'école. Cette conviction de M. Jean-Pierre Chevènement a conduit le ministre à présenter plusieurs mesures nouvelles pour mieux scolariser ce bon million d'enfants d'étrangers, près de 9% de la population totale des élèves du premier et du second degré. 2 grandes priorités. La première, considérée comme la clé de l'intégration, apprendre à lire, écrire et s'exprimer en français. Aux jeunes étrangers qui arrivent en France, les classes d'accueil offriront désormais un apprentissage intensif du français. Pour les autres, en France depuis longtemps, les plus nombreux, des sessions de rattrapage leur permettront pour une durée limitée de se remettre à niveau. Le but, proposer à ces jeunes de poursuivre une scolarité normale et ainsi éviter l'orientation par l'échec. Le même régime sera appliqué aux enfants français des milieux défavorisés. Deuxième objectif, valoriser ces jeunes en créant des sections de qualité. Plusieurs collèges proposeront dès la 6e un enseignement de l'arabe ou du portugais au même titre que l'anglais. Au lycée, des classes bilingues, franco-arabes et franco-portugaises seront ouvertes pour attirer les bons élèves. Ces mesures devraient entrer en application dès la rentrée 86. Le président de la République a reçu, comme chaque année, 11 associations de handicapés pour leur annoncer plusieurs mesures en leur faveur. Prothèses auditives entièrement remboursées pour les jeunes de moins de 16 ans, téléphones spéciaux pour les sourds, meilleures perspectives d'emploi pour les travailleurs handicapés, c'est-à-dire parfois obligation pour certaines entreprises de les embaucher. Notre invité ce soir est Plantu, dont le dessin quotidien à la une du Monde fait le bonheur de bien des lecteurs, même s'il fait parfois aussi, j'imagine, grincer certaines dents. Alors vous êtes passé, Plantu, du croquis à la bande dessinée pour un projet bien sérieux que nous voyons maintenant, c'est l'histoire de la loi.
C'est l'association des journalistes parlementaires qui m'a demandé de faire ce petit travail sous forme de BD, c'est-à-dire d'expliquer d'une manière un petit peu didactique, mais aussi en essayant d'être un peu humoristique, qu'est-ce qui fait qu'une loi est proposée, qu'est-ce qu'elle devient quand elle mûrit dans la tête, par exemple, d'un ministre, qu'est-ce qu'elle devient après quand la presse s'en mêle pour faire, entre autres, des groupes de pression avec, par exemple, des manifestations pour essayer de faire aboutir une loi. Ensuite, ça passe devant le Conseil d'État, le Conseil des ministres, encore devant la presse, et puis ensuite elle est présentée à l'Assemblée nationale, il y a des commissions, il y a le Sénat, il y a des navettes entre les deux, ensuite il y a la commission paritaire, ensuite il y a le Conseil constitutionnel, j'espère que j'oublie rien, et puis enfin elle est promulguée, elle est présentée dans le journal officiel, et on peut dire que là vraiment elle est votée. C'est pour ça que c'est le sujet du jour, puisque avec le projet Badinter de réforme du code pénal, là on voit qu'est-ce que c'est qu'un projet de loi, et elle est loin d'aboutir. Et alors là, c'est un travail didactique que vous avez fait, et avec humour, bien entendu, mais d'habitude, votre qualité, c'est le trait quotidien. Donc, vous avez fait ça parce que ça vous intéressait de faire de la politique un peu plus profondément, c'est un peu plus sérieusement, si l'on peut dire. Mais justement, c'est le bon mot. Je trouve sérieux, parce que il y a beaucoup de choses qui sont très très sérieuses, et je reconnais que c'est pas toujours très rigolo de lire tous les détails. Qu'est-ce que va devenir une loi? Il y a aussi un autre projet. Comment est-ce qu'on va voter le 16 mars? Il y a aussi un autre projet qu'on va faire avec les journalistes parlementaires. C'est quelles sont les relations entre le Premier ministre et le chef de l'État. Tout ça, c'est des choses qui sont un peu sérieuses, et c'est vrai que sous forme du dessin, on peut amener les gens à s'y intéresser. Et puis, évidemment, c'est ça l'important, c'est de connaître tous les aspects de la loi, tout ce qui en découle, et lire vraiment les articles. Alors, Guy Lopez, là, je m'adresse au réalisateur. Est-ce qu'on peut voir le dessin de Plantu d'aujourd'hui, le dessin dans Le Monde, qui précisément touche à la réforme du code pénal? Voilà. Oui. Et c'est Barbie qui est en train de consulter le nouveau code pénal et qui demande au jury, et si je faisais un travail d'intérêt général, et le jury apparemment n'est pas l'air au courant. Ouais. Il va falloir l'informer. Alors effectivement, le rire chez vous est parfois grave, si on peut dire cela, ou en tout cas grinçant, parce que vous n'épargnez personne. En tout cas, dans le milieu politique français, c'est celui que nous connaissons le mieux, au fond. Vous n'épargnez personne. Tous les jours, vous trouvez une idée et vous avez vous décochez une flèche. C'est-à-dire que j'essaie, le matin, là justement, en général, je propose à la rédaction en chef l'idée de dessin, c'est ce qui arrive 9 fois sur 10, et puis la rédaction en chef aussi, que c'était le cas ce matin, me demande de travailler sur ce projet de code pénal. Alors je travaille, j'ai téléphoné au journaliste Bertrand Legendre qui devait faire le papier, et puis on discute au téléphone, et puis l'idée commence à mûrir en amagasinant des tas de connaissances que malheureusement j'ai pas toujours en tête. Vous êtes un journaliste politique, ouais, je crois. Hein. Par exemple, je voudrais montrer ce dessin à propos des immigrés. Je ne sais pas si on le voit bien, c'est celui-ci là. Ce dessin, c'est quoi, le cauchemar de Monsieur Le Pen? C'est Le Pen qui est bien embêté parce qu'il fait un rêve et il rencontre dans la rue deux policiers qui lui demandent ses papiers. Évidemment, c'est pas fait pour lui faire plaisir, et c'est vraiment le super cauchemar de ce pauvre mec de Le Pen. On lui demande ses papiers, puis les deux policiers c'est des Antillais ou des... Hein, oui, ils sont bien basanés. Oui, tout à fait. Et alors, c'était au moment où M. Le Pen a tenu ses premiers meetings de campagne d'une certaine façon, il y a quelques mois, enfin, au moment où il a fait son discours le moins modéré sur les immigrés. Je crois qu'il fait toujours le même cauchemar. Oui. Enfin, j'espère. Et puis, l'actualité pour vous, c'est aussi l'étranger, quoi. Et je crois que dans les relations internationales, je voudrais montrer ce dessin à propos des ventes d'armes. Alors voilà un monsieur qui vient de passer un contrat avec un pays arabe, ici, et puis il a livré ses avions, ses chars, ses armes, ses explosifs, ses bombes, ses missiles, et puis il dit bon, je file, on m'attend, j'ai une conférence à faire sur les droits de l'homme. Hein, c'est ça. Il y a beaucoup de dessins concernant l'étranger, du fait que le monde s'intéresse énormément à l'étranger, et je suis amené, en fonction de l'actualité du jour, traiter différents sujets. Et puis alors, le dernier dessin que je voudrais montrer de vous, Plantu, c'est celui-ci. C'est M. Mitterrand, habillé en coiffure punk. Et maintenant, je vais vous chanter la Marseillaise de Gainsbourg. Alors ça, c'est une référence évidente aux émissions de télévision récentes, aux interviews récentes du président, où il se montrait un peu moins compassé. Moins contracté. Hein. Ouais, c'est ça. On a vraiment envie de le chatouiller sous les bras. Alors ça, c'est Bonne année pour tous, de Plantu.
C'est vos dessins de quoi? De l'année? Depuis 2 ans du gouvernement français, évidemment, et tout ce qui s'est passé depuis le départ de Mauroy, la guerre scolaire, l'arrivée de Fabius, des tas de choses sur la politique étrangère, l'Europe, le Tchad. Et vous, ça vous fait rire, la politique, ou pas? Pas toujours, non. Alors justement, ça, un petit peu de dessin de temps en temps, ça décoince un petit peu, parce que le lecteur, lui, il achète le journal en se disant « bon, je vais avoir plein d'informations » et elles sont pas toujours très rigolotes. Et vous les faites rire, les hommes politiques que vous croquez, vous le savez, ça, ou pas? Ouais. Ça les fait rire. Bien. Et une dernière chose, Plantu, c'est joli, mon dessinateur, c'est comment votre véritable nom? Mon vrai nom, c'est Plantureux. Oui. Et on m'appelait Plantu au lycée. Et puis en plus, mes dessins en général au monde sont de 96 mm de large. Ça fait pas beaucoup de place, alors Plantureux, ça prendrait vraiment beaucoup trop de place. Et votre prénom, c'est comment? C'est Jean. Jean. Bon, Plantu, merci. Finale de la Coupe Davis à partir de demain, c'est un peu de sport, entre l'Allemagne fédérale et sa coqueluche Boris Becker, très riche déjà, tout jeune et très riche, et la Suède, qui est pourtant favorite, cette Suède, avec Wilander, Ekberg et Nyström. Paris Saint-Germain, Lille sera rejouée, c'est du football, le 22 janvier prochain. Au mois de novembre dernier, la rencontre avait été interrompue 5 minutes avant la fin à cause d'une panne d'éclairage. Les deux équipes étaient alors à égalité. Les résultats du quartet couru aujourd'hui à Vincennes, la combinaison 13, 17, 10 et As rapporte dans l'ordre 32 046 francs pour 5 francs et dans un ordre différent 2670 francs 50, donc toujours pour 5 francs. Les prévisions de la météo pour demain jeudi avec Alain Gillot-Pétré. En regardant le baromètre en ce moment, les yeux vous en tombent. Ramassez-les. L'instrument marque temps sec et beau, il fait humide et moche. On dirait que l'anticyclone s'est couvert pour ne pas attraper froid. Donc demain, nuages bas, au nord de la Loire, avec des averses en Manche accompagnées de rafales d'ouest. Au sud, beau temps en Méditerranée, avec un Mistral soutenu, mais brouillard peut-être persistant de l'Atlantique au nord des Alpes. Sinon, soleil aussi. Température très douce, à faire fondre la neige. De 7 à 11 degrés au nord, 10 à Paris, de 6 à 16 degrés au sud, comme une chaleur conservée au réfrigérateur. Dernière information en provenance de Nantes, c'est l'affaire du jour. Les malfaiteurs ont libéré 2 otages malades, 2 des 11 jurés. Libérés, donc après, il reste une quinzaine de personnes dans le palais de justice de Nantes. Et les négociations continuent entre les malfaiteurs et le commissaire Broussard. Voilà le point sur cette affaire de prise d'otages au palais de justice de la ville de Nantes. C'est la fin de cette édition du journal, et merci de votre attention. Le prochain rendez-vous avec la rédaction est Télématin, demain à 6h45, avec les journaux de 7h, 7h30 et 8h. Pour l'instant, c'est la musique de Bonsoir les clips. Bonne fin de soirée à tous. Serve.